Bonjour tout le monde. Bonjour prof. Bonjour prof. Dans la première partie, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas encore vue, nous avons parlé de l'histoire de la forme de la Terre. Est-elle ronde ou plate? Nous avons passé en revue l'évolution des connaissances du géocentrisme à l'héliocentrisme, et nous sommes arrivés au XVIIIe siècle. Nous avons cité 5 phénomènes parmi d'autres, que tout le monde peut observer, qui ne peuvent pas s'expliquer par une Terre plate. Dans cette deuxième partie, nous verrons la suite de l'histoire de l'évolution des connaissances scientifiques sur la gravitation universelle, allant de la théorie de Newton à celle d'Einstein, et les progrès extraordinaires de la science et sa technologie, qui ont tranché définitivement la question sur la forme de la Terre. Au XVIIIe siècle, Newton prend le relais. C'est un mathématicien, physicien et astronome anglais qui est considéré comme le scientifique le plus influent de l'histoire mondiale. Ses découvertes continuent d'avoir un impact majeur sur la science moderne. Il a travaillé dans différents domaines, l'astronomie, la lumière et les couleurs, le calcul infinitésimal, etc. Son œuvre majeure a été publiée en latin en 1687, qu'on traduit par « Principes mathématiques de la philosophie naturelle », la physique était encore appelée philosophie naturelle, dans laquelle il expose les lois du mouvement en général et la loi de la gravitation universelle en particulier. Cette loi montre que la chute des corps et les mouvements des planètes sont deux manifestations d'une même force physique, la force de gravitation. Elle permet de décrire comment les objets s'attirent mutuellement en fonction de leur masse et de leur distance. Les lois de la physique de Newton expliquent bien les 5 phénomènes cités dans la première partie. La pomme tombe s'explique par la force d'attraction entre la masse de la Terre et les autres corps. La Lune ne tombe pas parce qu'il y a une force, dite centrifuge, due à la vitesse de rotation, qui s'oppose à elle. L'eau ne coule pas d'un seau qu'on fait tourner verticalement, et le motocycliste en rotation dans une cage sphérique ne tombe pas pour la même raison. Un ballon lancé verticalement d'un véhicule à grande vitesse retombe dans vos mains, ou à vos pieds, s'explique par le mouvement relatif dans un repère en fonction de l'observateur. Et enfin le mouvement dans l'espace d'une Terre ronde autour du Soleil, tournant autour de son axe, explique les variations opposées des durées des jours et des nuits aux hémisphères nord et sud d'une Terre ronde, créant des saisons durant un cycle annuel, avec des journées de 24 heures au pôle Nord en été, et des nuits de 24 heures en hiver, et inversement pour le pôle Sud. Au début du XXe siècle, il restait quelques observations non expliquées par les lois de Newton, la nature de la force d'attraction, des petites variations sur l'orbite de la planète Mercure par rapport au calcul appelé précession, l'équivalence de la pesanteur et l'accélération et la vitesse constante de la lumière. Alors Einstein proposa en 1915 sa relativité générale, qui dit que la gravité est plutôt due à une courbure de l'espace-temps, causée par la présence de masse et d'énergie. Les objets massifs courbent l'espace-temps autour d'eux, et d'autres objets comme les planètes et les étoiles suivent cette courbure comme s'ils étaient attirés par une force. La relativité générale a expliqué les précessions de la planète Mercure, et elle a été validée entre autres par la courbure d'un rayon de lumière passant à côté d'un corps massif comme le Soleil. L'expérience simple de l'observation de la disparition des bateaux à l'horizon sur la mer, en commençant par le bas, a été reproduite devant des journalistes de National Geographic par un groupe de personnes indépendantes, que nous résumons ici. Ils ont utilisé un petit bateau avec une voile divisée en 6 bandes de couleurs différentes. On voit bien avec des jumelles, à partir du rivage, que les bandes du bas disparaissent sous l'horizon en premier. Puis les bandes du milieu disparaissent sous l'horizon à leur tour. Et en dernier, les bandes en haut disparaissent finalement sous l'horizon en dernier. Cet ordre de passage successif de bas en haut sous l'horizon est dû à la courbure d'une Terre ronde. Si la Terre était plate, les 6 bandes disparaîtraient en même temps et non successivement. En observant la Terre depuis un avion, on remarque clairement qu'elle est incurvée à l'horizon. Plus on s'élève, plus la courbure devient évidente. De plus, les communications vidéo en direct permettent de visualiser et d'entendre en temps réel 2 personnes situées à des endroits opposés du globe, l'un à midi et l'autre à minuit. Ce qui constitue une preuve supplémentaire convaincante que la Terre est ronde et que le Soleil ne se couche jamais. Les satellites prennent des photos de la Terre depuis l'espace, et ces images montrent clairement qu'elle est ronde. Tout cela a permis de vérifier sans aucun doute que la Terre est bien ronde, et qu'elle tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. Malgré cela, des prêcheurs religieux, tels que des platistes américains,
et des ulémas séoudiens et autres, qui leur emboîtent le pas, ne font aucun effort pour comprendre les lois de Newton, capables de calculer avec exactitude la prochaine éclipse du Soleil longtemps à l'avance, et continuent 3 siècles après lui à se demander pourquoi un avion de ligne ne doit pas rester immobile au-dessus d'une ville et attendre que la Terre tourne, pour atterrir dans un aéroport d'une autre ville sur le même cercle si la Terre tourne. Pourtant, ils n'ont qu'à faire l'expérience simple d'un ballon lancé verticalement dans un avion en vol, ou dans un train en mouvant. En effet, si leur idée d'avion stationnaire était correcte, 950 km/h correspondent à 263 mètres par seconde, et à 83 mètres par seconde, dans le cas du train à 300 km/h. Si on compte une seconde seulement pour un ballon lancé verticalement pour monter et redescendre, le plancher de l'avion aura parcouru 263 mètres, et 83 mètres pour celui du train à 300 km/h. Si le ballon en air n'avait pas la même vitesse latérale que l'avion ou le train, il irait percuter l'arrière du véhicule avant d'atteindre le plancher. Ce qui n'est pas le cas, il monte et redescend comme si le véhicule en mouvement ne bouge pas. Pour terminer cette vidéo, nous allons parler du doute. Le doute, bien loin d'être un frein, est en réalité un puissant moteur du progrès des connaissances. Il est à la base de toute démarche scientifique et a permis à l'humanité de faire des avancées considérables dans tous les domaines. Mais, il faut faire la différence entre le doute méthodique et le doute dogmatique. Le doute méthodique, quant à lui, il joue un rôle crucial dans la démarche scientifique. Ce doute scientifique est toujours basé sur des observations, des données ou des arguments rationnels. Il ne s'agit pas d'une simple intuition ou d'une opinion personnelle. Ce doute scientifique n'est pas une fin en soi, il est constructif et non une obstruction systématique au progrès de la connaissance, motivé comme chez les platistes par des croyances dogmatiques ou religieuses, ou des préjugés inculqués par des influenceurs malins. Le doute méthodique permet de remettre en question les connaissances existantes, d'identifier les erreurs et de faire progresser notre compréhension du monde. Le doute dogmatique non scientifique, en revanche, peut être un obstacle à la connaissance s'il n'est pas fondé sur des preuves et s'il n'est pas soumis à une analyse critique. Au revoir à la prochaine vidéo, sur un autre sujet de réflexion ou de connaissance.